Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, bravo à M. Moll, et on va demander à Israël Mizan de clôturer par son intervention. Merci. Je vais me faire un Kelly parce que tout a été dit par l'excellente équipe qui a parlé devant vous, et j'espère qu'on pourra retirer peut-être les vidéos de cela parce que ça fait un ensemble documentaire et pédagogique de tout premier choix. Je vais me contenter, j'allais dire, de quelques messages. Et le premier message, c'est que l'attentisme dans cette question tue. Ce qui tue, c'est l'attente. C'est comme l'histoire de la voiture qui a les freins qui lâchent en haut d'une pente. Si on arrive à sauter dedans juste en haut alors que les freins viennent de lâcher, on a des chances de l'arrêter. En bas de la pente, de toute façon, on va être dans les dégâts. Et donc, très clairement, pour aller vite, il y en a deux sortes, les 500 ml et les plus d'un litre. Vous avez compris qu'on n'est pas du tout dans le même tableau et que lorsque on regarde l'incidence, on est toujours dans notre pays avec une incidence qui fait qu'on peut se dire que le seul moyen de diminuer la mortalité maternelle dans notre pays, c'est de diminuer les morts par hémorragie de la délivrance. Rassurez-vous, on n'est pas le pire des pays. Je reviens d'Afrique, on est à 1100 décès pour 100 000 naissances en Guinée-Conakry, c'est-à-dire plus que la mortalité naturelle. De quoi meurent les femmes? D'hémorragie de la délivrance, en général sur des antécédents césariennes avec rupture utérine. Donc on a été leur apprendre la césarienne pour souffrance fétale. Ils font des césariennes, parce que d'ailleurs la césarienne est le seul moyen d'être rétribué, l'accouchement normal n'étant pas payé. Et la fois d'après, la femme compte son utérus parce que la césarienne a beurré, bien entendu. Et là, elle meurt. Et donc il y a un vrai souci, en particulier en Afrique francophone. La mortalité maternelle vient d'augmenter de 100 pour 100 000 dans tous les pays d'Afrique francophone. Et ça pose une vraie question sur nos manières de collaborer avec ces pays et de répondre simplement à leurs demandes de formation. En ce moment, ils nous demandent des cours d'éco 3D. Je peux vous dire que ce n'est pas ça qu'il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre le packing endo-utérin, 4 museux et on bourre l'utérus avec des compresses. On n'a pas parlé de cette technique-là, mais c'est une technique qui marche et qui, d'ailleurs, ils ne souhaitent pas la mettre en œuvre parce qu'elle leur paraît trop rustique. La mortalité, donc je viens d'en parler, et la morbidité, c'est l'admission en réanimation, c'est les transfusions, c'est l'hystérectomie d'hémostase, et comme vous le disiez, chers collègues, les troubles de la coagulation. Mais les troubles de la coagulation, c'est sur la deuxième moitié de la pente. Une fois qu'on est dans les troubles de la coagulation, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, et souvent, on n'est plus capable de maîtriser le risque. Les étiologies, vous les avez vues, et la situation est très différente selon qu'on est en cours de césarienne ou pas. On est plus fréquemment en cours de césarienne, avec à ce moment-là un recours à l'embolisation qui est bien sûr moins important. L'incidence, voici les incidences, mais elles vous ont été présentées et je passe donc plus rapidement. Les estimations des pertes sanguines sont toujours sous-estimées dans notre pays. Et un sac de recueil du sang, ça coûte moins d'1 euro. Et donc, j'aurais tendance, en visitant les maternités, à me faire une idée de la qualité de l'obstétrique dans cette maternité en posant une simple question aux sages-femmes. Mettez-vous un sac de recueil sous les fesses des femmes ou pas? Parce que quand il n'y a pas de sac de recueil, on n'a même pas une évaluation correcte du nombre d'hémorragies de la délivrance. Donc le sac de recueil, qui surestime un tout petit peu, parce qu'il y a du liquide amniotique, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer la qualité des soins. Il y a tout un tas de choses dont on n'a pas parlé, le massage utérin, l'utilisation des prostaglandines et le fait de comprimer éventuellement un peu l'utérus et de gérer un tout petit peu mieux les situations à risque. Une chose qui n'a pas été dite, c'est que souvent, on ne fait pas d'examen de la filière génitale avec des valves. Or, une partie des hémorragies génitales, c'est tout simplement une plaie vaginale haute qui va continuer à saigner même quand on aura tout fait. Et donc on va se retrouver à faire une hystérectomie d'hémostase qui bien sûr ne servira à rien parce qu'on n'aura pas ligaturé l'artère vaginale qui saigne. Donc toujours commencer par mettre des valves, ça fait partie, j'allais dire, du premier geste à faire. Il
faut limiter les ocytociques. On est des grands bouffeurs d'ocytociques dans notre pays. Et on sait maintenant que les ocytociques augmentent le risque. C'est bien qu'il y ait une recommandation toute récente sur ce sujet pour diminuer les ocytociques. La prise en charge de l'atonie utérine par tamponnement utérin avec un ballon que l'on dégonfle progressivement, genre ballon de Bakri, est sûrement une thérapeutique de première ligne, parce qu'elle est simple et parce qu'elle arrête l'hémorragie, à condition de dégonfler le ballon tout doucement. C'est souvent une solution de première ligne. Si on a un échec, et je considère d'ailleurs ces ballons comme faisant partie du traitement médical, on a la possibilité, quand on est dans une maternité qui dispose d'une salle vasculaire et d'une garde de radiologue, de recourir à une embolisation. Faites attention, les délais d'embolisation chez une femme qui n'est pas hémodynamiquement stable doivent faire opter plutôt pour la chirurgie, parce que si on risque d'avoir une chirurgie dans un second temps, parce que l'embolisation aura trop tardé, parce qu'elle n'aura pas été efficace immédiatement, et qu'on a une femme qui se trouve en CIVD, eh bien on n'est pas avancé. Et donc parfois il est arrivé que la volonté d'embolisation tue la femme parce qu'on la déplace, ou la tue parce qu'on est rentré dans la face basse de la pente avec les freins lâchés. Donc le collège a fait des recommandations où l'hystérectomie interannexielle est devenue le bas du tableau quand tout le reste n'a pas marché. Je suis complètement d'accord avec ce que vous a dit le professeur Dercol sur la nécessité de plutôt avoir recours, d'éviter la ligature des hypogastriques. Parce que le niveau moyen chirurgical de nos collègues ne permet pas de dire que la balance bénéfice-risque de cette technique est suffisamment bonne. Et il y a un autre inconvénient, c'est que derrière, l'embolisation est rendue beaucoup plus difficile, on vous l'a dit, et donc je ne suis pas favorable à la ligature, à la balance bénéfice-risque. Par contre, les ligatures vasculaires sont une bonne méthode, elles sont beaucoup plus simples, et leur risque est plus faible, leur efficacité est identique à la ligature des hypogastriques, et donc de mon point de vue, exit la ligature des hypogastriques. La fertilité et les grossesses ultérieures n'en sont pas altérées. Enfin, les ligatures étagées, comme on vous les a montrées, c'est une bonne solution. Ça a le mérite de la simplicité et de l'efficacité, avec une efficacité aussi bonne. Les hystérectomies d'hémostase sont donc en train de baisser, et c'est une bonne nouvelle, grâce à la radiologie et grâce aux techniques plus simples que les médecins arrivent à faire. La plaie cervico-vaginale est malheureusement trop souvent ignorée et peut amener à la mort de certaines femmes. En conclusion, on retient l'histoire de la voiture qui lâche ses freins en haut de la pente. En haut de la pente, tout est possible. En bas de la pente, rien n'est efficace. La multidisciplinarité, ça nous oblige à travailler avec des bons radiologues, avec des bons anesthésistes, et d'avoir des automatismes et des réflexes de salle d'accouchement, qu'on peut tester d'ailleurs par des entraînements type pompier. Alors ça fait toujours rigoler les gens, mais maintenant on le fait dans des salles de simulation, et ça c'est pas mal. Et quand la prise en charge initiale est immédiate et qu'une sage-femme ne s'est pas mise à attendre en disant ça va se tasser et ça va se tasser et j'ai pas envie d'appeler le médecin parce que ça montrerait mon inféodation, ça tue des femmes. Il m'est arrivé de mettre à la porte une cadre sage-femme qui se faisait appeler à la place du médecin quand ça saignait et qui essayait de régler le problème par elle-même. Ça tue des femmes, et il faut savoir que l'hémorragie de la délivrance, c'est juste une question de vitesse. Et quand on va vite, on sauve les femmes. Merci beaucoup. Merci Israël. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je voudrais 3 minutes poser au collège la question suivante, qui m'est apparue récemment, qui est celle de la nécrose corticale des reins chez les femmes qui ont des complications d'hémorragie de délivrance. C'est quelque chose que je ne connaissais pas très bien, que je vois apparaître de plus en plus souvent, et qu'on attribue, d'abord, ce sont des insuffisances rénales immédiates, gravissimes, qui conduisent quelquefois à des transplantations précoces, ou en tout cas qui laissent une insuffisance rénale qui conduira ultérieurement à la transplantation, et pour lesquelles on incrimine soit, ou simultanément, d'ailleurs un choc hémodynamique qui fait partie d'ailleurs du tableau d'hémorragie de délivrance, soit
et ce qui est plus particulier, la CGD qui accompagne souvent. Et quand ces femmes ont une biopsie, l'histologiste peut répondre microangiopathie thrombotique. Il n'y a rien qui ressemble à la microangiopathie que les conséquences du syndrome, à cause des effets de la neurothrombose. Et le troisième facteur qui intervient, c'est l'acide tranexamique, c'est-à-dire l'hexacide. Et alors ça, c'est extrêmement troublant, parce que qu'en est-il de la justification dans les protocoles de prescription, surtout les anesthésies, de la prescription d'hexacide? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la cause de ça, mais ça a été mis en cause et il faudrait essayer d'avoir des réponses. Alors, il y a eu au moins une publication sur l'hexacil qui laisse entendre qu'il serait efficace dans les premiers stades de l'hémorragie de la diligence, au moment où on en est encore à du traitement médical. Mais il y a un facteur supplémentaire sur les nécroses corticales, c'est la quantité de sang transfusé. Et quand on rentre dans des transfusions majeures, on doit avoir des thrombopathies, des microangiopathies qui sont liées à la quantité de transfusion. C'est pour ça que je dis que dans la deuxième partie de la porte est ouverte à des complications. Le syndrome de Chian a été décrit dans ce contexte-là, avec des nécroses qui ne sont pas seulement corticales, mais hypophysiques. Et écoutez, merci. Il reste à remercier Israël Luzon, Jasmine Liès pour l'organisation de cette très belle séance. Et bien sûr tous les orateurs. On se rend compte qu'il y a encore des choses à régler. Et puis dans un an, on parlera du ballon. Merci beaucoup. Bravo.